Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette conférence de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes de la Fondation Jean Jaurès à la veille de la Journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars, où nous allons faire le point sur les avancées. Il y en a eu grâce au mouvement MeToo lancé en 2017. Sur les reculs, il y en a. La crise du Covid a constitué en ce sens un catalyseur, mais aussi sur les perspectives à donner pour les 5 ans à venir et au-delà, à l'approche de l'élection présidentielle. Ce panorama national s'inscrit évidemment dans un contexte européen et international dramatique pour les droits humains, avec la guerre menée par la Russie en Ukraine. La voix de la France dans l'Union européenne et dans les enceintes internationales sera abordée, la France étant à la présidence du Conseil de l'Union européenne ce semestre et portant la diplomatie féministe. Nous verrons ce que cela implique. Pour en parler, j'ai à mes côtés 3 intervenantes que je remercie chaleureusement pour leur présence. Sarah Durocher, vous êtes coprésidente du planning familial. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes directrice de l'ONG One, ancienne ministre de l'Éducation nationale, ancienne ministre des droits des femmes. Françoise Brié, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes en charge du numéro gratuit d'urgence et anonyme 3919. Je vais me tourner tout d'abord vers vous, Françoise Brié, dans un premier temps pour qu'on s'arrête sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et rappeler d'abord quelques chiffres. 113 féminicides en 2021, 15 féminicides conjugaux à ce jour selon le décompte du collectif Féminicide par compagnon et ex, 21 selon le collectif Nous Toutes qui en élargit la définition. 213 000 femmes qui sont victimes chaque année de violences conjugales selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 4 femmes sur 10 victimes de violences conjugales qui ne se voient pas proposer à ce jour de solution d'hébergement selon un rapport de la Fondation des femmes et du FNSF que vous avez publié en novembre 2021. Dans un premier temps, que pourriez-vous nous dire des dispositifs qui sont aujourd'hui mis en place, c'est-à-dire téléphone, grave danger, ordonnance de protection, saisie des armes, etc., et leur mise en œuvre? Tout d'abord, je voudrais rappeler que les violences sexistes à l'encontre des femmes, évidemment, elles s'effectuent dans un contexte très particulier d'inégalité femmes-hommes et de stéréotypes sexistes, et que c'est évidemment un des éléments importants, peut-être avant de passer au dispositif d'urgence. Je pense que pour prévenir les violences et ces situations les plus graves, il faut évidemment s'attaquer à ce contexte, d'où l'importance aussi des actions de prévention auprès des jeunes, mais aussi d'information du public, de communication, et aussi parce qu'on est quand même confronté aujourd'hui à, je dirais, des mouvements masculinistes très forts, des mouvements qui vont contre l'égalité femmes-hommes, des mouvements qui veulent aussi amener une symétrisation entre violences faites aux femmes et violences faites aux hommes, même si il y a des hommes qui sont victimes, mais plutôt dans la sphère publique et pas forcément autant dans la sphère privée que les femmes, qui sont majoritairement victimes de violences conjugales, de violences sexuelles, mais aussi de mariage forcé, etc. Donc le continuum des violences à l'encontre des femmes, il faut quand même le rappeler. Donc avec les actions de prévention, je sais que la FNSF a aussi mis en place un certain nombre de dispositifs, la ligne d'écoute nationale, des centres d'hébergement spécifiques pour les femmes. Parce que quand on parle de violences sexistes à l'encontre des femmes, on a besoin aussi d'une réponse spécifique. Et je pense que ça, c'est important de souligner et de ne pas trop généraliser les réponses. Sur la question que vous me posez, évidemment, je pense qu'avant de parler de ces situations de danger extrême, il faut évidemment parler des réponses spécifiques que sollicitent d'abord les femmes en elles-mêmes, donc le 3919, la ligne d'écoute nationale, les centres d'accueil et d'hébergement spécialisés qui permettent aux femmes de sortir de la violence, d'être aussi mises en sécurité. Et puis, évidemment, toutes les autres femmes pour lesquelles il faut améliorer le repérage, parce que c'est aussi le repérage qui va faire qu'on va éviter ces parcours de violence dans la durée et qui arrivent à ces situations extrêmes. Et aussi
tout l'accompagnement pluridisciplinaire qu'on peut proposer, justement. Et je dirais aussi un point essentiel, c'est l'application des lois. Je pense qu'on a un dispositif législatif en France qui est particulièrement bien, je pense, depuis des années. Je pense que les lois, elles ont évolué depuis les années 90. Il y a eu la loi de 2010, la signature de la Convention d'Istanbul, et depuis, évidemment, on est en progression. Mais voilà, on s'aperçoit quand même que les dispositifs et l'application des lois ont mis du temps à se mettre en place. Et on a aujourd'hui, pour le TGD, alors j'ai pris quelques chiffres, en juin 2021, il y avait 3036 téléphones grave danger en circulation. Je ne sais pas si le téléphone grave danger, tout le monde connaît. Donc ce téléphone qui permet aux femmes d'alerter les secours et qui sont donnés en fait par les parquets. Les bracelets anti-rapprochement, donc la dernière loi qui a permis la mise en place de bracelets anti-rapprochement. Donc on est aujourd'hui à 667 bracelets anti-rapprochement prononcés pour 1000 mis à disposition. Les ordonnances de protection qui datent de 2010, donc c'est vrai que ce sont des ordonnances de protection qui ont aussi mis du temps à se mettre en place parce qu'on a aussi encore des difficultés d'application de l'esprit de la loi, c'est-à-dire que c'était un dispositif qui devait être mis en prévention, c'est-à-dire avant que les femmes déposent plainte, justement pour qu'elles puissent envisager des mesures de protection. Aujourd'hui, on est plutôt dans des dispositifs pour lesquels on demande, même si ce n'est pas dans la loi, de déposer plainte, des multiples preuves. Et du coup, ce dispositif, il a été un peu, je dirais, déjugé. En tous les cas, il a eu du mal à se mettre en place dans son application, justement par l'exigence, en tous les cas, des juridictions. Donc aujourd'hui, on a à peu près 3330 ordonnances délivrées, ce qui est encore insuffisant. Alors, on voit une progression ces dernières années, mais voilà, ça reste encore évidemment à la marge et en tous les cas insuffisamment prononcé. Pour 2021, on n'a pas encore de statistiques très définitives, mais on voit que ces dispositifs, ils ont besoin d'être impulsés, renforcés, et aussi que les associations qui accompagnent les femmes soient aussi financées en ce sens. Par exemple, sur les téléphones grave danger, la multiplication des téléphones grave danger, qui est évidemment très positive, n'est pas suivie d'un financement pour le nombre de femmes qui sont à suivre. Et donc ça, c'est une question majeure dans notre réseau, mais aussi dans d'autres. Parce qu'une femme en grave danger, ça nécessite une évaluation, ça nécessite un suivi particulier, des équipes pluridisciplinaires. Et donc la question des financements, elle est au cœur de notre action. Sur la saisie des armes, on n'a pas vraiment de statistiques aujourd'hui. Il faut savoir que dans le cadre d'une ordonnance de protection, le juge peut prononcer l'interdiction du port d'armes, et ça a toujours existé, mais la mise en œuvre n'a pas été très opérationnelle. Et donc on a une circulaire suite à l'assassinat de Chahinez, alors que cette femme avait une ordonnance de protection et que lui avait une arme et avait été condamné. Il était donc toujours en possession de cette arme. Donc on a une circulaire qui a été prononcée le 22 juillet 2021. Mais voilà, on voit le processus post-OP ou ordonnance de protection, voilà, pour faciliter l'interdiction des armes qui reste encore avec de nombreux freins. Voilà, et en dehors de l'ordonnance de protection, on n'a pas encore de statistiques, donc on voit que cet élément-là, il est évidemment amélioré. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Après, sur la question peut-être des violences à l'encontre des femmes, peut-être on reviendra sur les recommandations, mais je vous laisse... Oui, c'est là où je voulais en venir, parce que vous portez avec un collectif d'associations, les principaux réseaux associatifs, un plan d'urgence pour l'égalité femmes-hommes à destination des candidats et candidates à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pouvez revenir sur les recommandations justement que vous portez au FNSF et notamment en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Je pense notamment à la question de la formation des acteurs et des actrices de terrain, mais aussi la question évidemment de la prise en charge des victimes avec le mouvement notamment Double Peine qui a émergé sur Twitter et qui montre bien tout le travail qui reste encore à faire en termes de formation, notamment des gendarmes et des policiers. Oui, donc dans notre plaidoyer commun, il y avait évidemment la question de tribunaux et de juridictions spécialisées. Alors on peut prendre cette question sous différentes formes. Ça peut être des pôles spécialisés, des pôles d'urgence. Mais voilà, on a besoin de flécher pour que les femmes aient des réponses rapides et urgentes à leurs problématiques et dans leur procédure pénale. On sait que le parcours judiciaire des femmes est extrêmement long et complexe. C'est souvent une revictimisation.
Et donc, pour nous, c'est important d'avoir ces juridictions spécialisées. On a des États en Europe qui l'ont fait en tous les cas. L'Espagne, le Canada vient aussi de prononcer ces juridictions spécialisées. Comment on peut spécialiser tout au long du parcours judiciaire des femmes, mais aussi dans les centres d'hébergement spécifiques. Moi, je compare souvent cette question à la question de la médecine. On a des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Il faut qu'en termes de violence à l'encontre des femmes, on puisse aussi s'appuyer sur des juridictions spécialisées, des brigades spécialisées de policiers, de gendarmes, qui puissent aussi être en nombre suffisant. Je pense qu'il faut ces brigades spécialisées 24 heures sur 24, de même qu'on devrait avoir aussi des centres d'hébergement femmes victimes de violences ouverts 24 heures sur 24. Et donc la formation est évidemment très importante. On voit que les formations sont insuffisantes. On ne peut pas accueillir une femme victime de violence lorsqu'on n'a pas une formation non seulement de base, mais aussi en continu et surtout une expérience. C'est-à-dire que ces brigades spécialisées, elles doivent être aussi formées de policiers et de gendarmes volontaires, formés et expérimentés compte tenu du danger qu'encourent les femmes. Et on voit que par exemple, les week-ends, la nuit, ces brigades spécialisées ne sont pas là et les femmes ont souvent à l'échec. C'est un peu en fonction d'eux, même s'il y a des commissariats, des gendarmeries dans lesquels le dépôt de plainte peut bien se passer. On a malheureusement encore beaucoup trop d'endroits où c'est extrêmement difficile avec des refus de plainte. Voilà, je pense aussi à la question des centres pour victimes de violences sexuelles. La Convention d'Istanbul recommande un centre pour 200 000 habitants. Donc on doit aussi pouvoir développer ces centres pour violences sexuelles avec tout l'équipement et les professionnels pour permettre le dépôt de plainte, le recueil des plaintes, leur conservation. Et aussi, voilà, les centres d'hébergement spécialisés. Je pense qu'aussi, il faut absolument, on a parlé d'1 milliard d'euros, mais je pense que ce milliard d'euros, en tous les cas, ces financements, ils doivent aussi servir au BOP 137, qui est le BOP du ministère des Droits des Femmes. Il est encore trop ténu, et en fait, les associations spécialisées manquent de moyens pour leurs centres d'accueil, pour leurs centres d'hébergement spécialisés. Et je pense qu'il faut vraiment donner à ce BOP 137 plus d'ampleur, le réorganiser et permettre aux associations spécialisées de bénéficier des fonds nécessaires à leur activité. Je pense que c'est un élément important et d'éviter aussi la question de la mise en concurrence. Nous, on a eu effectivement cette mise en concurrence. Comment aussi on va pouvoir éviter les appels à projets, les marchés publics, comment soutenir les structures associatives dans leur mission d'intérêt général. Et je pense que ça, c'est aussi un vrai débat. Le secteur associatif en France, il est fort, il est intéressant, il est diversifié. Et donc, je pense que les politiques, elles doivent s'intéresser aussi à garantir le financement de nos structures par des conventions pluriannuelles pour nous permettre d'agir. Ensuite, il y a la question au niveau judiciaire. Nous, on souhaite aller plus loin dans l'autorité parentale. Alors ça, c'est un autre sujet important sur la question de l'autorité parentale. Voilà, d'aller plus loin sur le plan législatif, mais aussi d'améliorer la situation des femmes victimes de violences après la séparation. C'est un vrai sujet de politique et de justice. Les femmes victimes de violences après la séparation perdent la résidence de leurs enfants, ont des difficultés majeures avec la poursuite des violences. Donc on doit encore, de ce côté-là, former les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de la petite enfance, des professionnels et services sociaux, tout ce qui touche à l'enfant, justement pour éviter de faire le mélange entre violence, conflit de couple et que la parentalité soit repensée. Je pense qu'on a des questions de coparentalité, de parentalité qui doivent être complètement revues pour justement bien faire la différence dans les situations où il y a violence et mieux protéger les femmes et les enfants qui sont victimes. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Et vous avez justement cité un levier qui existe, qui s'appelle la Convention d'Istanbul, qui est un instrument juridique contraignant qui a pour but de prévenir les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet instrument juridique qui est très souvent méconnu du grand public et aussi des pouvoirs politiques? Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et aussi revenir sur les oppositions très fortes qu'il y a par rapport à ce texte qui est pourtant une garantie très importante pour les droits des femmes? Oui, donc la Convention d'Istanbul est une convention internationale contraignante, donc qui d'ailleurs avait été
ratifié et signé par la France en 2014. C'est un texte qui a été très élargi aujourd'hui au Conseil de l'Europe. Il reste encore 6 États qui ne l'ont pas signé ni ratifié dans l'Union européenne. Cette convention d'Istanbul, elle comprend 4 axes: la prévention des violences, la protection des victimes, la répression des auteurs et les politiques intégrées, ce qu'on appelle la coordination des actions entre associations, pouvoirs politiques publiques, en tous les cas centraux, mais aussi les collectivités locales, et comment on améliore l'articulation entre ces différentes strates. Donc on voit là aussi qu'on a encore... je pense, des améliorations à apporter en France, mais aussi partout. Par exemple, je pense en France, puisque c'est une de nos revendications aussi, à mettre en place une commission nationale de lutte contre les violences à l'encontre des femmes, ou une instance qui pourrait réunir à nouveau les associations, les ministères, et repenser aussi des plans nationaux d'action. Ce qu'on peut dire, c'est que cette convention d'Istanbul, elle est attaquée en Europe avec des moyens financiers qui arrivent non seulement... je dirais des États-Unis ou du monde anglo-saxon, mais aussi en Europe, beaucoup de montants financiers qui arrivent, qui attaquent aussi, mais je pense qu'on en parlera aussi un peu plus sur la question de l'IVG. Donc cette convention, elle est accusée de cheval de Troie visant à introduire un 3e sexe, ou le mariage homosexuel. Elle est accusée d'aboutir à la destruction de la famille. Donc on voit des freins très importants dans différents États européens. Et alors qu'il faut absolument, et je pense que la France a un rôle très important à jouer justement dans la promotion de cette convention, pas seulement dans le Conseil de l'Europe, mais bien plus largement dans le monde. C'est vraiment un instrument international complet qui exige des moyens des États, qui demande évidemment des améliorations législatives, mais qui est aussi extrêmement importante pour la défense des droits des femmes, et qui rappelle dans son préambule que les violences à l'encontre des femmes sont bien basées dans un système de domination et de contrôle des femmes et d'inégalité, et qu'il faut s'attacher aussi à lutter contre ces inégalités, contre les stéréotypes sexistes qui touchent principalement les femmes. Donc voilà, je pense que cette convention d'Istanbul, elle a heureusement et malheureusement, avec des avancées, on est au 35e pays qui a signé et ratifié la convention, donc c'est quand même important. Mais on voit qu'elle est aussi attaquée et que des freins sont mis à son expansion, voire à son application. Oui, elle est notamment attaquée par le pays qui a porté cette convention, puisque la Turquie a annoncé son retrait. S'est retiré d'ailleurs. S'est retiré de cette convention, mais elle est aussi appuyée par d'autres États membres de l'Union européenne, que ce soit la Pologne, la Hongrie et d'autres qui ont suivi, et ça accentué par la crise du Covid, où on voit bien, et on en reparlera peut-être collectivement après, ça a eu un impact très fort sur les droits des femmes. Merci Françoise Brié pour ce premier panorama sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je vais maintenant me tourner vers Sarah Durocher. On va aborder la question des droits et la santé sexuelle et reproductive. Dans un premier temps, déjà saluer la loi pour l'allongement du recours à l'IVG de 12 à 14 semaines qui a été promulguée ce 2 mars. Qui constitue donc une avancée majeure pour les femmes. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette mobilisation qui a été la vôtre au planning familial, sur les dispositions qui sont contenues dans cette loi, et également plus largement sur les propositions que vous préconisez au sein du planning familial, et voir peut-être les recommandations que vous aimeriez voir portées? Alors oui, bonjour à tous et toutes déjà. En fait, c'est vrai que ça a été une victoire, mais ça a été une victoire collective de mobilisation, puisque, en fait, associations, professionnels de santé, parlementaires ont réussi collectivement à se dire que là, la situation était plus possible sur les questions d'avortement, sur l'accès surtout. Ça veut dire qu'en France, on a une loi qui a évolué depuis la loi Veil de manière assez positive, c'est-à-dire le remboursement, l'allongement s'est fait en 2001, mais plein de belles choses en fait qui se sont faites dans la loi. Mais nous, le planning, ce qu'on observe au quotidien, c'est des difficultés d'accès gigantesques sur l'avortement. Et en fait, ça ne va pas en s'améliorant. Ça veut dire que là, par exemple, on dit qu'il y a pas mal de fermetures de centres de proximité. Quand on ferme une maternité, on ferme un CIVG.
Et donc, on voit, nous, sur le territoire, en tout cas, des femmes qui, parfois, sont obligées de faire 70 km, 100 km, juste pour aller faire un droit qui est fondamental, en tout cas pour nous, au planning, qui est le choix de stopper une grossesse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a été alertés, on alerte. Le planning est un lanceur d'alerte à ce sujet-là de manière très régulière. Et il y a eu un rapport qui a été fait par 2 parlementaires, qui a été fait par Marie-Noëlle Battistel et une autre parlementaire, qui dénonçait en fait les difficultés assez importantes. Et donc la proposition de loi est partie de ça. Et en fait, c'est des outils qui sont très intéressants pour nous, le planning, puisque nous, on observe sur le terrain, mais quand des parlementaires nous auditionnent et avec qui on peut échanger et discuter, finalement, les choses sont des fois un peu plus entendues, et tant mieux. Donc ça a vraiment été ce travail de collaboration et d'alerte qu'a pu faire le planning et des associations militantes féministes et des professionnels de santé également. Et donc le résultat est catastrophique sur l'accès à l'avortement. Ça veut dire que même s'il y a la loi, selon là où vous habitez, selon l'accès que vous avez, ça veut dire l'offre de soins que vous avez sur le territoire, eh ben, les femmes ne sont pas égales à ce sujet-là. On le voit en matière de santé en général, ça on le sait, mais l'avortement est un révélateur très important, puisque, comme je vous disais juste avant, des femmes parfois sont obligées de faire des kilomètres et toujours une procédure très lourde. Et la conclusion une des conclusions en tout cas de ce rapport, c'était de dire que finalement en France, l'avortement était toléré. Ça veut dire que même s'il y a une loi, même si on est assez d'accord pour dire que c'est un droit fondamental, ça reste toujours un droit à part, un droit qui ne s'inscrit pas forcément pour toutes et tous dans notre parcours de santé, et un droit qui est très stigmatisé. Et les femmes qui avortent, puisque nous au quotidien on les voit, se justifient de toujours pourquoi elles avortent. La culpabilité est assez grande, et nous c'est ça qu'on observe, ça veut dire que ce n'est pas un droit comme les autres. Et donc, du coup, il y a eu cette proposition de loi qui s'est faite, portée par Alban Gaillot et par d'autres parlementaires. Et elle a réussi, en effet, à nous réunir. Et pendant 2 ans, puisque ça n'a pas été si facile que ça, on a eu des moments de découragement, puisqu'il y a quand même eu 3 lectures à l'Assemblée nationale. Il y a eu une navette qui a été faite et aucun positionnement de la part du gouvernement, alors qu'on l'alertait de manière très régulière, et aucune réponse et aucun positionnement par rapport à ça, alors qu'on demandait 2 semaines. Alors, pour certains et certaines, c'est énorme. Mais pour nous, par exemple, le planning, ce n'était pas assez. Ça veut dire que nous, on aurait voulu aller plus loin. On peut saluer aussi la victoire. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment une victoire historique de la Colombie, qui directement a dépénalisé l'avortement et qui a 24 semaines. Et donc, pour nous, ça a été quelque chose d'assez envisageable quand même, puisqu'il y avait une dynamique qui s'est faite. On était d'accord sur ce délai de 2 semaines. Et surtout, on avait des professionnels de santé qui étaient d'accord avec nous, puisque, en fait, l'avortement, en France, on le considère vraiment... Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir, mais on demande souvent l'avis des médecins sur les questions d'avortement, et peu l'avis des femmes, et peu l'avis des femmes qui vivent l'avortement. Et nous, c'est un peu ce qu'on a voulu porter. Ça veut dire de dire une femme aujourd'hui qui souhaite avorter, quel que soit le délai, elle fera tout pour avorter, quitte à mettre sa santé en danger, quitte à s'endetter pour partir à l'étranger, vraiment quitte à se mettre dans une situation très compliquée. Et donc, du coup, on a pu porter cette proposition de loi. Il y a eu vraiment une très belle mobilisation, des professionnels qui ont sorti un manifeste en disant « Nous, professionnels de santé, on est prêts à les faire », des sages-femmes qui se sont mobilisées, puisque dans la proposition de loi, il y avait aussi cette question-là. Ça veut dire aujourd'hui, les sages-femmes peuvent faire des IVG médicamenteuses, mais ne pouvaient pas, à l'époque, faire des IVG instrumentales, alors qu'il y a un savoir-faire. Nous, au quotidien, on travaille sur les questions de contraception et d'IVG médicamenteuse, qui était très intéressant, et on manque cruellement de médecins. Mais nous, sur le coup, on était attentifs, c'était vraiment leur savoir-faire. Et le fait que, en effet, les sages-femmes sont sur le parcours des femmes, que ça soit sur des grossesses désirées, des grossesses non désirées, la contraception, vraiment ce parcours très global. Et donc, du coup, on a porté cette proposition de loi. On a relancé un manifeste des 343 à l'occasion de l'anniversaire des 50 ans, puisque on s'est dit, on va réutiliser les mêmes outils. On n'a rien inventé, le planning. On a dit, allez, on se relance là-dedans. Donc, on a une grosse mobilisation de personnes, dont vous, Najat, aussi, qui avez signé, du coup, ce manifeste pour l'allongement.
Et puis, on a fait tout un travail, du coup, de diffusion de messages sur les réseaux sociaux. Une pétition qui a fait presque 50 000 signatures. Et on avait, nous, l'envie, c'était vraiment de faire en sorte que l'avortement ne soit pas considéré juste sur une question de santé, mais sur une question de droit à disposer de son corps. Et donc, on a fait un travail avec le magazine Cosette, qui avait comme une « Oui, j'ai avorté », avec des personnes qui ont pris la parole publiquement pour dire qu'elles avaient avorté, puisqu'on a essayé aussi d'utiliser les mêmes outils que les femmes utilisent, comme le MeToo sur les violences ou quoi, de vraiment faire en sorte que les personnes prennent la parole et puissent en parler. Ça n'a pas été simple. Mais finalement, avec cette mobilisation très collective, on a vraiment réussi à avancer à ce sujet-là. On a quelques regrets. C'est le délai, comme je vous le dis, puisque nous, on aurait voulu aller beaucoup plus loin. On a compté qu'il fallait 100 ans pour arriver à 22 semaines. Bon. Mais on est assez positive et optimiste. On pense que potentiellement, ça va peut-être pouvoir s'accélérer un petit peu, parce que c'est une avancée tout de même. L'autre regret qu'on a, c'est nous, ce qu'on observe, comme je vous disais juste avant, c'est les difficultés d'accès à l'avortement. Aujourd'hui, il faut 4 rendez-vous dans un parcours pour faire une IVG. C'est inscrit dans la loi comme ça. Alors, il y a des médecins, en effet, qui, eux, sont en train de, j'ai envie de dire, entre guillemets, démédicaliser. Ça veut dire la personne n'est pas obligée d'être là quand on donne un comprimé. Enfin, vraiment quelque chose autour de l'autonomie. Mais dans la loi, c'est toujours inscrit comme ça. Et nous, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est qu'une femme qui choisit d'avorter prend le temps qu'elle a envie dans le délai. Pour rappel, il y avait un délai de réflexion à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Mais on s'était dit simplement, une femme qui a envie de prendre un délai de 7 jours ou de 8 jours, mais une femme qui a juste envie de 24 heures pour prendre cette décision, je ne vois pas en quoi on pourrait mettre en doute cette décision-là, puisque c'est bien elle qui doit choisir et faire en sorte que le parcours soit très facilité et facilitant. Donc ça, c'est les regrets que nous avons, et surtout en termes aussi de clause de conscience, puisque pour rappel, il y a une clause de conscience en France, ça veut dire que tout médecin a le droit de refuser un acte, mais il y a un acte où il y en a encore une en plus. C'est la clause spécifique sur l'avortement qui est inscrite dans la loi. Alors c'est très symbolique, ça veut dire en quoi cet acte-là, il y aurait une clause supplémentaire. Et donc nous, on souhaite bien sûr l'enlever, on milite depuis longtemps pour l'enlever. Ça a été dans la proposition de loi, mais ça a été enlevé. Mais nous, on espère en effet que ça changera un jour, sachant quand même juste sur la clause de conscience qu'on n'a aucune idée aujourd'hui du nombre de médecins qui posent la clause de conscience. On le sait par le témoignage des femmes, mais c'est jamais dit comme tel. Et c'est surtout que ça stigmatise vraiment l'avortement. Et pour rappel, en Italie, il y a 80% presque de médecins qui posent leur clause de conscience. Et aujourd'hui, en Italie, il y a des femmes italiennes qui viennent en France pour avorter. Donc je crois qu'il y a plusieurs alertes, en effet, sur l'accès à l'avortement. Et on en reparlera peut-être, mais tous les mouvements anti-choix aussi, qui aujourd'hui ne s'accrochent plus devant les centres de planification, mais qui vont directement... Vous allez sur les réseaux sociaux, vous le verrez, vous tapez IVG, numéro de téléphone, ça fait partie des numéros qui apparaissent directement et qui vont directement s'adresser aux femmes en demande d'avortement et en demande d'information. Précisément, vous faites bien la transition, parce que j'allais revenir sur la question des freins à l'accès à l'IVG. Vous l'avez un peu évoqué sur la question des déserts médicaux, la question de la fracture territoriale. Et là aussi, vous venez de le dire, sur la prégnance des mouvements conservateurs à ce sujet. Vous, au planning familial, à quoi vous êtes confrontés et qu'est-ce que vous préconisez justement pour faire face à ces difficultés et justement remédier à ces freins? Je crois qu'un des leviers, mais qui est très général, et Françoise Briand en parlait juste avant, sur la question du repérage et de l'information et de la prévention. Ça veut dire que nous, un des axes qui est très important pour le planning de manière très transversale, c'est l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, je pense que c'est important que les personnes soient informées de leurs droits. C'est assez simple, assez basique, mais je crois que c'est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qu'on reçoit, nous, dans nos permanences, qui ne sont pas du tout au courant de leurs droits. Et j'ai envie de dire, de manière très large, au planning, on reçoit des femmes qui viennent de milieux très différents, avec des moyens financiers ou non. C'est vraiment très large. Et je crois qu'il y a un rôle d'information déjà qui est primordial, puisqu'il y a de la désinformation. On le sait sur les questions d'avortement.
On sait très bien que, nous, de manière très quotidienne, et sur la contraception également, vous risquez de ne plus jamais être enceinte si vous faites un avortement. Ça, c'est des choses qu'on entend encore. Le stérilet, ça peut rendre stérile. Mais ça existe encore. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle d'information auprès des personnes dès le plus jeune âge, et j'ai envie de dire tout le long de sa vie, puisque souvent, en fait, on s'informe quand on est confronté à une situation. On peut prévenir avant, mais je pense que c'est important de dire déjà aux personnes qu'il y a des lieux, il y a des numéros de téléphone d'information, et j'en profite pour dire qu'il y a le numéro du 0800 08 11 11, qui est le numéro vert contraception, sexualité, IVG, qui avait été fait à l'anniversaire de la loi Veil, en fait, aux 40 ans de la loi Veil, puisque avant il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de site internet. Et donc, ça a été important de créer ce numéro-là, et donc il est porté par le planning familial, parce qu'il y a énormément de désinformation. Et c'est vraiment un des freins qui existent. Et encore une fois, mais ça, je ne vais pas me répéter du premier temps, mais c'est la question de l'accessibilité, quoi. Pour des femmes, il faut pouvoir entendre en France aujourd'hui que c'est le parcours de la combattante. On ne peut pas juste se dire l'avortement, ça y est, c'est fait, la loi avance. Là, nous, par exemple, on va être très vigilante à la mise en place de la loi. Sur le fait, en effet, qu'il y a un allongement des délais, on va aller taper aux portes des professionnels, on va aller voir sur le territoire le maillage aussi de l'offre de soins. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui seront peut-être obligées de faire des kilomètres et des kilomètres, alors un peu moins que l'Espagne et la Hollande, c'est vrai, mais qui vont être dans cette obligation de devoir se déplacer. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les femmes, quelle que soit là où elles habitent, quels que soient leurs moyens, puissent stopper une grossesse qu'elles ne souhaitent pas, et surtout qu'on puisse l'entendre de manière très claire. Merci pour ces compléments. J'ajoute que sur la partie de la désinformation, Laurence Rossignol, en 2017, avait fait passer une loi sur le référencement justement des sites officiels qui mettent en avant les informations sur l'accès à la contraception et à l'IVG pour lutter précisément contre ces sites de désinformation. Sur l'éducation à la sexualité, j'aimerais vous interroger là-dessus. Vous en avez parlé. Nous Toutes a réalisé une enquête sur justement les séances d'éducation à la sexualité au collège et au lycée. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est que seulement 13% du nombre de séances totales ont été réalisées. C'est une obligation dans la loi d'avoir recours à des séances d'éducation à la sexualité. Au planning familial, vous œuvrez en particulier sur la sensibilisation, la prévention. Comment vous voyez les choses pour justement améliorer les choses et pour arriver à un meilleur chiffre? Parce que là, ce chiffre est quand même très alarmant. Alors, nous, ce qu'on aimerait, c'est l'application de la loi. Bon, c'est assez simple comme réponse, mais quand on a une loi, c'est vrai que c'est un support. On parlait avec des femmes polonaises il n'y a pas plus tard d'une semaine qui disaient, nous, il n'y a pas du tout d'éducation à la sexualité. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement inexistant. Et donc, c'est vrai que nous, en tout cas, on œuvre pour dénoncer que la loi n'est pas mise en place. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de moyens. Alors, on a l'impression que les associations réclament des moyens en permanence, mais c'est vrai que quand on a une expertise, quand on a envie que les choses avancent et qu'on est sollicité, qu'on ne peut pas répondre, je peux vous assurer que c'est assez frustrant. Donc aujourd'hui, le planning, on intervient auprès de un peu plus de 140 000 jeunes, dans un peu plus de 3 000 collèges et lycées, et en primaire également, puisque la loi de 2001 stipule que c'est bien 3 heures de la primaire jusqu'à la terminale. Et en fait, pour être très honnête avec vous, souvent, et la plupart du temps, on intervient déjà en 4e, 3e. Ça veut dire que, si vous voulez, le nombre d'heures ratées avant est quand même assez fondamental, enfin assez important, je veux dire. Et donc, du coup, nous, il y a vraiment, on attend vraiment un positionnement fort de la part de l'Éducation nationale et se mettre en alerte avec nous, en tout cas, puisqu'aujourd'hui, on sait que c'est un levier. Le planning familial et d'autres associations ont des outils et l'expertise pour pouvoir le faire. Et donc, pour nous, il y a une urgence au fait, en effet, de ce que parlait juste avant François sur la situation des violences. On pense que ça peut être un levier intéressant, en tout cas en termes de prévention, de repérage. Et puis, l'éducation à la sexualité, je le disais avant, c'est beaucoup plus large. Ça veut dire qu'au planning, on a un mouvement d'éducation populaire. On parle de là où en sont des personnes. Et encore une fois, l'éducation à la sexualité, pour nous, c'est toute la vie.
Voilà, nous, on reçoit des femmes qui ne connaissent pas comment leur corps fonctionne, et des garçons aussi, qui ne savent pas comment leur corps fonctionne. Et pour nous, c'est des choses qui sont assez essentielles. Et donc, du coup, nous, on prône vraiment de partir des questionnements des jeunes et des personnes, dès le plus jeune âge, sur les questions de consentement, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Il y a des programmes qui existent, il y a des choses très adaptées. Et le planning, par exemple, porte le programme PRODAS, qui est vraiment un programme pour intervenir dans le primaire. Et on peut agir assez vite, assez rapidement. La loi le permet. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des moyens, puisqu'on est sollicité de manière très régulière et on est obligé de refuser. Alors qu'on a des équipes très dynamiques et qui ont envie d'avancer là-dessus. Donc je pense qu'il y a besoin d'une parole politique forte, déjà. Réaffirmer la loi, mais pas juste la réaffirmer, mais donner les moyens aux associations qui sont sur le terrain au quotidien pour pouvoir avancer à ce sujet-là. Et voilà, c'est en tout cas une des choses que nous, on souhaite aujourd'hui. Parce que c'est un enjeu primordial sur la question des droits et sur la question de l'émancipation aussi individuelle et des choix qu'on peut faire dans notre vie. Merci Sarah Durocher. Je vais me tourner maintenant vers Najat Vallaud-Belkacem. On a évoqué un certain nombre d'éléments qui ont été en fait percutés en 2020 par la pandémie de Covid-19. Qui a durement impacté les femmes. Elles ont été au cœur de la gestion de la crise, car majoritaires dans les professions du care, mais en revanche, elles n'ont pas été représentées dans les instances de décision, elles n'ont pas été prises en compte dans les mesures du plan de relance. Quel regard portez-vous sur les conséquences de cette crise sanitaire sur les droits des femmes au regard des actions que vous avez menées précédemment et aujourd'hui dans le cadre de votre action au sein de l'ONG One ? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être avant de vous répondre, Amandine, si je peux me permettre juste une incise, parce que bien sûr, j'écoutais évidemment mes deux prédécessrices là, et j'étais, je voulais juste insister d'abord sur le fait que il y a des vents mauvais qui soufflent quand même sur la scène internationale sur tous les sujets dont on parle, que ce soit violences sexistes et sexuelles ou droits sexuels et reproductifs. On a évoqué le fait que la Turquie se soit retirée de la Convention d'Istanbul. On était quelques-uns à rappeler récemment, alors que certains semblaient découvrir les atrocités de Vladimir Poutine, que c'est typiquement le type de dirigeant qui, en 2017, a adopté une loi pour mettre fin à la criminalisation des violences faites aux femmes et aux enfants à domicile. Donc on est vraiment, et d'ailleurs la Russie, sauf erreur de ma part, n'a pas adhéré à la Convention d'Istanbul. Elle n'a jamais accepté d'y adhérer. Bon, donc on est, et puis vous avez évoqué, Amandine, la Pologne, la Hongrie. On est quand même sur une période très particulière où on pourrait avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de progrès, que le mouvement MeToo a été très pertinent et planétaire. Mais malheureusement, tous les activistes qui se battent pour l'égalité femmes-hommes connaissent les phénomènes de backlash et savent que généralement, dès qu'on a l'impression qu'on va aider un petit peu à prendre plus conscience, on s'en prend aussi plein la figure. Et moi, si je peux me permettre avec cette incise de continuer un instant, je me souviens que j'ai passé 2 ans entre 2017 et 2020, grosso modo, dans un institut de sondage qui s'appelle Ipsos et dans lequel on faisait un certain nombre d'enquêtes d'opinion à l'échelle mondiale sur des sujets qui m'intéressaient, et notamment, évidemment, la façon dont les opinions publiques percevaient les questions de féminisme, de combat pour l'égalité femmes-hommes, etc., est un sujet que j'ai souvent fait étudier là-bas. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'après que le mouvement MeToo soit passé par là, il y avait plus de gens qui, à la question « est-ce que quand une femme s'est fait agresser, ça vient en partie d'elle, à votre avis, etc. » répondaient oui, qu'avant le mouvement MeToo. Et donc j'insiste là-dessus parce qu'en fait c'est contre-intuitif. On pourrait se dire mais non quand même, le mouvement MeToo a ouvert les yeux sur la prégnance du harcèlement sexuel, notamment dans le milieu du travail, et a priori on va être plus du côté des victimes. En fait, non, parce que qu'est-ce qui a accompagné le mouvement MeToo ? Certes, une parole s'est libérée, fort heureusement, et on ne peut que l'applaudir, mais on a eu droit aussitôt, dans les médias, à des espèces de débats organisés où on mettait sur un même plan agressés-agresseurs, gens qui dénonçaient cette trop grande libération de la parole,
etc., etc. Et donc, évidemment, tout ça brouille l'esprit de ceux qui écoutent, de ceux qui regardent et qui, à la fin, en viennent à douter même de qui est vraiment l'agressé. Donc, j'insiste là-dessus. Et puis, oui, c'est aussi Françoise qui disait ça tout à l'heure. Elle évoquait le type d'argument qu'on entend contre la Convention d'Istanbul, puisque là, c'est des tracteurs. Et elle disait donc qu'il lui reproche de détruire la famille et d'introduire un troisième genre. C'est bien ce que tu as dit. Et je me faisais la réflexion que décidément, en fait, malheureusement, c'est toujours la même histoire. Dans tous les pays où je me suis rendue, pour prendre un angle un peu international, et c'est vrai en France aussi, à chaque fois qu'on essaye de vous empêcher d'aller plus loin sur la question de l'égalité femmes-hommes, on le fait au motif que, à force de retirer tous les repères, eh bien, vous allez créer des générations de filles et de garçons qui ne sauront plus à quel sexe ils appartiennent, qui potentiellement pourraient vouloir en changer toutes les 5 minutes. Souvenez-vous, c'était quand même grosso modo ce qu'on me balançait à la figure quand je voulais faire les ABCD de l'égalité à l'école, donc l'éducation à l'égalité filles-garçons. Donc, vous allez créer une génération de gens qui demanderont à changer d'orientation sexuelle, voire de sexe, tous les 4 matins. Et en fait, à quoi ça me fait penser ? Je fais un peu résonance entre tout ce qu'on entend, mais c'est un peu comme sur l'IVG, quand on vous dit « vous allez inciter des femmes qui n'y auraient pas pensé d'elles-mêmes à aller avorter ». Enfin, c'est quand même hallucinant, en fait, comme argument. Et c'est très violent, d'ailleurs, comme argument aussi. Mais donc, je me suis fait la réflexion que cette... angoisse, anxiété sur le genre, en fait, c'était devenu vraiment le nouveau prétexte pour s'opposer à l'égalité femmes-hommes. Et donc, j'ai fini par me demander, mais est-ce que c'est vraiment qu'il y a une angoisse réelle autour de ces sujets-là ? On pourrait l'entendre. Peut-être que pour certains, c'est en effet une anxiété de se dire il n'y a plus de repères de genre. Ou est-ce que, en réalité, ceux qui les portent savent très bien que c'est pas ça qui va se passer demain ? Et qu'en fait, c'est bel et bien contre l'égalité femmes-hommes, celle-là bien dure dont on parle, ce patriarcat qui perdure depuis si longtemps, qu'il se mobilise. Et moi, ma réponse, en fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois répéter que... on sait bien que dans le combat pour l'égalité femmes-hommes, il y aura des gagnants et des perdants. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand on se contente de dire « ce sera gagnant-gagnant pour la société », bien sûr que j'y crois, moi. Bien sûr, je pense qu'à terme, les hommes, évidemment, auront intérêt à vivre dans une société dans laquelle leurs aspirations, quelles qu'elles soient, ne sont pas freinées par les stéréotypes de genre qu'on leur balance dans la gueule en imposant qu'ils se fassent virilistes alors qu'ils n'ont pas envie de l'être, qu'ils aillent dans des métiers d'hommes alors qu'ils pourraient vouloir autre chose. Je sais qu'une société d'égalité femmes-hommes est un bénéfice, une vertu à terme pour les hommes comme pour les femmes, d'évidence. Mais en même temps, je sais que le chemin pour y aller est pavé de remise en question, de patriarcat, d'acquis et de privilèges indus de la part d'un certain nombre d'hommes, disons les choses clairement. Et je pense qu'en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on le dise plus clairement pour éviter de nourrir cette réflexion un peu taboue uniquement dans la réflexion de ceux qui s'opposent à nous et qui, du coup, veulent absolument pas bouger d'un pouce. Voilà. Je referme ma parenthèse, mais comme... encore une parenthèse essentielle. Donc, oui, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'en plus, vous l'avez dit, c'est vraiment partout. Je veux dire, c'est au moment où la Colombie a adopté, c'était en 2000... je pense que ça devait être en 2016, sauf erreur de ma part, mais dans ces années-là à peu près, voulait adopter par référendum, vous savez, son plan de réconciliation nationale après les troubles années qu'elle avait vécues avec les FARC. Eh bien, le référendum a fini par être rejeté par la population. Alors, on se dirait, quand même, un référendum sur la paix et la réconciliation, quel est le rapport avec notre sujet ? En fait, le sujet qui l'a emporté dans le rejet, c'est le sujet qui a été évidemment exploité, instrumentalisé à fond par les opposants à ce référendum, qui était de dire, parce qu'ils vont adopter dans ce traité, dans ce pacte, ils vont adopter des mesures qui viennent de l'Occident, eh bien, ils vont nous introduire la notion de genre, et donc, du coup, là encore, créer la possibilité, promouvoir l'homosexualité, etc., etc. Et donc, c'est cet argument-là qui, monté en épingle de façon ahurissante, a
a fini par avoir la peau de ce référendum qui était pourtant absolument essentiel. Mais je reviens à votre question, je ne vais pas être trop longue. Donc la question c'était... Ah oui, le Covid. Les conséquences du Covid. Oui, alors cela dit, les deux, mon incise et la réponse à votre question sont liées parce qu'à la limite, on pourrait se dire, oh là là, mais le Covid en soi, c'est une pandémie tellement désastreuse. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez besoin en plus de la ramener à sa dimension genrée ? Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de constater que le Covid a agi comme n'importe quelle crise, c'est-à-dire quand une crise survient, que donc des fonctionnements normaux qui cachaient un petit peu nos vulnérabilités cessent, et que du coup la société se retrouve à nouveau à nu, eh bien la réalité des dysfonctionnements et de ces vulnérabilités apparaît au grand jour. Et en fait, c'est vraiment ce qui est apparu du côté des femmes. Alors vous me direz, d'après les chiffres, on a, en termes de pathologie, c'est-à-dire combien de gens sont morts du Covid, on a un peu plus d'hommes que de femmes. Mais si on regarde les autres sujets, que sont, grosso modo, sur un plan économique, qui a le plus pâti de cette crise du Covid. Et ça vaut pour la France, ça vaut surtout évidemment pour les pays pauvres. Pourquoi ça vaut surtout pour les pays pauvres ? Parce que c'est dans les pays pauvres qu'on trouve le plus de femmes plongées dans le travail informel. Parfois jusqu'à 90% des travailleuses sont des travailleuses informelles, donc évidemment sans aucun filet de sécurité, etc. Donc ce sont les femmes qui ont le plus perdu leur travail. Quand elles étaient en meilleure posture, mettons dans un pays comme le nôtre, et qu'elles étaient dans des métiers où elles pouvaient se mettre en télétravail, ça a été suffisamment documenté. Ce sont les femmes qui se sont récupérées la double charge. La spécialisation sexuée des rôles s'est très très vite installée. Quand il a fallu, pour prendre un pays comme la Tunisie, on mette fin à un moment donné au premier confinement, que les gens retournent travailler, mais que le pays n'avait pas encore réouvert les écoles, le gouvernement tunisien a quand même fait passer un décret en disant « doivent retourner travailler tous, sauf les mères d'enfants de moins de 15 ans ». Donc la spécialisation sexuée des rôles, elle s'est vraiment vite réinstallée, pas simplement dans les imaginaires, même dans les textes. Fort heureusement, je vous rassure, comme la société civile tunisienne est quand même assez forte et composée de pas mal de féministes, elles se sont mobilisées à fond et donc du coup, il a dû renoncer à son décret. Mais enfin, quand même, très vite, grosso modo, cette mise à nu des sociétés, c'est, quand les choses deviennent sérieuses, les femmes, elles se reprennent toute la charge domestique et puis elles ne sont que des supplétives sur le marché du travail. Et ce qui était absolument ahurissant, c'était de constater qu'en même temps, on était en train de traverser une période où les métiers dont on avait le plus besoin étaient en effet occupés par des femmes, puisque les métiers du care, les soignantes, en l'occurrence chez nous on dirait aussi les caissières, enfin tous ceux et celles qui ont maintenu la vie au sens biologique, au sens social, eh bien pour les 3/4, voire plus, ce sont des femmes qui les occupent, ces métiers-là. Et au-delà de qui venait nous soigner, qui venait nous servir pour faire en sorte que ça continue de fonctionner bon an, mal an, c'est les valeurs du care, en fait, qui apparaissaient au grand jour. On se disait, oui, c'est vrai, en fait, il faudrait quand même qu'on prenne plus soin les uns des autres. Puis on est en train de faire l'expérience de l'isolement que vivent peut-être nos personnes âgées en EHPAD, elles, tout le long de l'année, même sans pandémie. Quand même, ça devrait nous inspirer des réflexions. Et donc, en fait, ces femmes devenues indispensables dans ce moment de pandémie, on aurait pu à minima s'attendre à ce qu'elles soient très présentes dans la réflexion, l'analyse, le leadership, vous voyez, le commentaire même de cette pandémie. Or, si on regarde un pays comme la France, et franchement, beaucoup de pays ressemblent à ça aussi, sauf ceux dirigés par des femmes, eh bien, pendant cette période de confinement et de pandémie, c'est là que les femmes ont le plus disparu des ondes, des radars. On les a plus vues autour des plateaux télé, on les a évidemment pas vues autour du Conseil de défense réuni par le président Macron. Mais pour une raison simple, c'était que le vocabulaire utilisé autour de cette pandémie, c'était le vocabulaire de la guerre. Et quand on passe aux choses sérieuses, la guerre, et malheureusement maintenant on est plongé dans une vraie guerre, et on le voit à nouveau, eh bien les femmes ne sont plus conviées à la table de tout cela, de la réflexion. Alors vous me direz, est-ce que dans l'absolu,
ça peut devenir vital, toutes les réflexions que je suis en train de faire. Parce que finalement, en France, peut-être qu'on peut juste se dire, bon, ça a été économiquement difficile. Oui, ça devient vital. Ça devient vital quand les violences conjugales explosent, les violences domestiques, comme elles l'ont fait absolument partout. À minima, dans tous les pays du monde, on a assisté à 30% d'explosion des hotlines, des lignes d'appel pour les violences. Ça devient vital quand, dans les pays dont on s'occupe chez WAN, qui sont donc les pays plongés dans l'extrême pauvreté, eh bien, malheureusement, la pauvreté est sexiste. Elle est aussi sexiste. Donc, du coup, 60% des gens plongés dans l'extrême pauvreté sont des femmes. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Et tous les anthropologues l'ont documenté depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on a affaire à une crise alimentaire, que la famine pointe le bout de son nez, etc. Les premières à se serrer la ceinture pour nourrir d'abord les autres, ce sont les femmes. Elle devient vitale, évidemment, cette inégalité des genres lorsque la sortie des écoles des filles et des garçons en soi est une catastrophe, mais que dans les pays dont on parle, elle se traduit par une explosion du nombre de grossesses précoces, de mariages infantiles, etc. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles on a assisté, et que surtout quand les écoles réouvrent, eh bien, malheureusement, les filles ne reviennent pas. Et par millions, voilà. Il y a un pays qui est très intéressant à suivre pour ça, qui est l'Ouganda, parce que en fait, c'est un de ces pays qui, pour le coup, n'a pas réouvert du début de la pandémie, donc début 2020, et a réouvert seulement il y a moins d'un mois. Donc vraiment, et il faut aller voir, c'est évidemment près de 40% d'enfants qui ne reviennent pas, dont essentiellement des filles. Donc, c'est vraiment vital, au sens le plus triste du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pandémie, elle n'aura pas simplement affecté les gens en les infectant, elle aura affecté vraiment nos sociétés tout entières. Et la question qu'on peut se poser, c'est... Mais alors, du coup, est-ce que, au moins, à défaut d'avoir mis les femmes autour de la table au moment de prendre les décisions, est-ce que dans les plans de relance, les réponses, que ce soit des gouvernements ou des institutions internationales, on a au moins tenu compte du fait qu'il y avait cette vulnérabilité particulière? En fait, la réponse est non. La réponse est non. Dans le petit livre qu'on a écrit avec la philosophe Sandra Logier sur ce thème, et qui s'appelle « La société des vulnérables, leçons féministes d'une crise », on relève en particulier, c'est quand même frappant, que dans le plan de relance adopté par le gouvernement français, donc le premier, juste au moment du premier confinement, eh bien, les premiers secteurs d'activité qui ont été adressés par des moyens financiers considérables ont été l'automobile et l'aéronautique. Comme si, en fait, on s'était contenté de reproduire un automatisme de la crise financière de 2008, où, en l'occurrence, à l'époque, pourquoi pas, la crise financière avait en effet beaucoup touché l'automobile, l'aéronautique et l'immobilier, d'ailleurs. Mais cette fois-ci, juste, c'était pas le cas, en fait. Les premiers secteurs touchés, cette fois-ci, par l'arrêt, vous le savez aussi bien que moi, c'est évidemment l'événementiel, le commerce, donc, en fait, les services. Donc, en fait, tous ces secteurs sont des secteurs féminins. Donc, en fait, sans même avoir cherché à le faire exprès, on s'en doute bien, on ne pense pas que c'était conscient, mais le gouvernement s'est d'abord adressé à des secteurs très visibles, très présents, etc., mais en fait très masculins. Et on a complètement omis de constater que les chiffres du chômage avaient fait comme ça pour les femmes, etc., etc. Donc, j'ajoute que le mot « femme » n'est pas mentionné dans le plan de relance. Oui, absolument. C'est une omission intéressante. Absolument. Donc, et dans les plans de relance des institutions internationales, malheureusement, c'est pas beaucoup mieux. Moi, c'est ça qui me rend un peu plus surprise, parce qu'on pourrait se dire quand même qu'on est à un niveau de réflexion sur tous ces sujets-là, mais en fait, non, à peut-être une exception près, il n'y avait aucun des plans de relance de l'ONU, de toutes ces institutions internationales qui ait consacré vraiment un chapitre à la question des réponses à apporter aux filles et aux femmes, alors qu'on connaissait la situation de l'explosion des violences, etc. Enfin, tout ce que je viens de dire.
Donc c'est ça qui vraiment attire notre attention et nous fait dire que ça peut plus continuer comme ça, en fait. Vraiment, ça peut plus continuer comme ça. Et je pense que à la base de tout, il y a la capacité que nous avons collectivement à écouter vraiment la voix des femmes, à leur donner vraiment la parole. Et ça, c'est une adresse évidemment aux médias qui doivent faire un effort, qui doivent être beaucoup plus proactifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est une adresse aux partis politiques, et c'est une adresse à nous tous. Je ne veux pas être trop longue, mais c'est quand même une adresse. Je finis juste d'une phrase, et c'est une adresse à nous toutes, parce que je crois que c'était toi qui évoquais tout à l'heure les 50 ans de la loi Veil et ce que vous aviez fait. Et à ce moment-là, le journal l'Obs avait demandé à quelques-unes d'entre nous si on devait refaire un manifeste aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on insisterait? Et je faisais partie des personnes qu'ils avaient interrogées. Et moi, je leur avais dit, mais en fait, moi, j'insisterais sur le droit à l'expression des femmes. Parce qu'en fait, moi, ce qui me frappe le plus depuis quelques années déjà, c'est la violence qui se déchaîne à chaque fois qu'une femme prend la parole. À chaque fois qu'une femme se fait personnage public, qu'elle soit politique, qu'elle soit journaliste, vous avez vu le reportage « Mon nom est journaliste et pas salope » ou quelque chose comme ça. Je crois que ça parle à certaines d'entre vous. Qu'elle soit journaliste, qu'elle soit intellectuelle, peu importe, ou qu'elle soit activiste, évidemment, regardez les activistes, surtout en matière de droits des femmes. À chaque fois qu'une femme sort dans l'arène publique, elle se fait défoncer. Vraiment, je suis atterrée par cette violence sur les réseaux sociaux, voilà, on a fini par s'habituer à ce que le fait d'être un personnage public quand on est une femme équivaut à recevoir des menaces de mort et de viol tous les 4 matins. En fait, non. Non, c'est pas normal. Quand on réfléchit bien, les hommes n'ont pas ça, en fait. Et donc, le sujet, pourquoi est-ce que je dis le sujet, pour moi, c'est vraiment le droit à l'expression des femmes, c'est que à force de dégoûter comme ça les femmes qui sont dans l'espace public et qui se reçoivent ça, on assiste à quoi? Très régulièrement, l'une d'entre elles va dire « Bon, écoutez, je suis désolée, j'en peux plus, il faut que je ferme mon compte Twitter, il faut que je m'absente des plateaux télé. » Et ce faisant, c'est la parole des femmes qui recule. Parce qu'évidemment, celle-ci, elle avait quand même pris une longueur d'avance, elle savait parler, elle avait... voilà, donc à chaque fois, tout est à recommencer par de nouvelles activistes, par de nouvelles femmes politiques et tout ça. Et ça, c'est vraiment... Donc, en fait, même dans un pays comme le nôtre, où on se dirait, mais allez, on est quand même plus avancé qu'ailleurs, non, j'ai l'impression qu'on ne va pas vers du mieux quand je vois le sort réservé à la parole des femmes. Et je crains que ça ne nous fasse reculer. Merci Najat pour ce panorama sur le climat général ultra-conservateur dans lequel on vit aujourd'hui. Vous l'avez dit, crise climatique, crise migratoire, crise sanitaire. Les femmes sont les grandes oubliées. Donc à vous écouter, si je fais un peu la synthèse, pour pallier à cela et pour intégrer la dimension du genre dans la résolution des crises, il faudrait prendre à bras-le-corps, bien sûr, avoir une volonté politique forte, une volonté des partis politiques de l'intégrer dans leur logiciel aussi une parole qui soit médiatisée et médiatique pour que les femmes soient entendues. Dans ce contexte-là, j'aimerais peut-être un peu prendre du champ par rapport à la situation au niveau européen et international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la France est à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Là, c'est une question collective que je vous pose. Quelles seraient, selon vous, les priorités que la France doit porter au niveau européen? Et là, qui plus est, on le voit dans la crise et la guerre que traverse l'Ukraine par rapport à cela. Et peut-être, voilà, si vous pouvez apporter les priorités qui devraient être portées dans le cadre de l'agenda européen de cette PFUE. Je ne sais pas qui voudrait commencer. Peut-être Françoise Brié. Non, moi je pense qu'évidemment, je l'ai dit en introduction, la promotion, le développement de la Convention d'Istanbul à l'international serait vraiment, devrait être porté effectivement par la France. Je pense que c'est un objectif d'élargissement. Il n'y a pas que le Conseil d'Europe qui est concerné par cette convention. Donc comment on peut penser à la faire signer, ratifier plus largement, avec évidemment aussi d'autres éléments qui sont la conditionnalité aussi de l'aide, la question de l'égalité femmes-hommes,
et au soutien aux associations de défense des droits fondamentaux des femmes. On l'a parlé, nous, associations féministes, je parle de la France, mais aussi à l'international, quand je vois mes collègues dans d'autres pays, manque de financement pour faire du plaidoyer, tout simplement. On n'a pas de financement pour faire du plaidoyer. C'est souvent notre militantisme, nos engagements qui font qu'on avance. Mais face à nous, on a des groupes ultra-conservateurs, on l'a vu, qui ont des moyens de faire ces plaidoyers, d'utiliser les réseaux sociaux. Et le soutien aux associations féministes, enfin, je pense qu'il y a une enquête européenne qui l'a montré il y a quelques années, quand les associations féministes reculent, les droits des femmes reculent également. Donc comment on peut donner les moyens financiers à ces associations qui travaillent sur l'émancipation des femmes, qui travaillent sur l'empowerment des femmes, enfin, je vois dans nos structures et plus largement comment on essaye aussi de donner la possibilité aux femmes de prendre la parole en public, par exemple, de sortir aussi des rôles dans lesquels elles ont été assignées. Et ça demande évidemment des moyens financiers et des soutiens importants. Donc voilà, la conditionnalité de l'aide, pour moi, elle est importante. Et le soutien, évidemment, aux associations de défense des droits des femmes. Alors, c'est pas que, évidemment, en Europe, mais c'est aussi plus largement dans d'autres pays. Comment on peut, évidemment, avoir cet élément-là dans l'aide bilatérale ou européenne. Et puis, je dirais qu'au niveau, mais je pense que c'est aussi plus large, on a besoin aussi de programmes européens financés largement et qui soutiennent aussi ces structures. On manque de financement européen simple aussi. C'est la complexité des financements européens, c'est qu'ils sont très complexes. Mais comment on peut soutenir les associations de défense des droits des femmes à obtenir ces financements européens, justement, pour aller plus loin, à la fois en France, mais aussi à l'international. Bon, non, mais enfin, je vais aussi aller dans ce sens. Moi, en fait, moi, je rêve que notre pays vraiment se saisisse de ce qu'on appelle la diplomatie féministe. On n'est pas encore au bout du chemin. Je ne dis pas que rien n'a été fait, honnêtement. Il faut savoir reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées, y compris d'ailleurs au Forum Génération Égalité qui a été réuni ici, à Paris, l'année dernière. J'ai du mal à me souvenir, c'était bien au printemps dernier. Et d'ailleurs, juste pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, il faut quand même savoir que ce Forum Génération Égalité, grosso modo, c'était l'après-Pékin, la fameuse conférence mondiale des droits des femmes de Pékin qui avait eu lieu en 1995. Et en fait, normalement, la suite, l'après-Pékin, aurait dû avoir lieu, mais il y a fort longtemps. Mais en fait, la raison pour laquelle, à chaque fois, y compris les pays les plus avancés, dont le nôtre, estimaient préférable de ne pas réunir cette conférence mondiale plutôt que de la réunir, c'était qu'autour de la table étaient de plus en plus nombreux les pays qui étaient hostiles, rétifs à des progrès pour l'égalité femmes-hommes, et de plus en plus nombreux, au contraire, les pays qui étaient favorables à une réduction des acquis de la conférence de Pékin. Donc, voilà, c'est juste pour vous remettre ça en tête. Et donc, en tout cas, l'après-Pékin a fini par avoir lieu, même si c'était d'une façon un peu moins formelle, on va dire, sous forme de Forum Génération Égalité en juin dernier. Et c'est vrai qu'à cette occasion, par exemple, a été décidé un fonds de 120 millions d'euros pour ce qui est de la France, qui va servir à financer les organisations féministes des pays que l'on aide. Donc ça, par exemple, c'est une bonne chose. De la même façon, enfin, il faudra vérifier que ce soit bien mis en œuvre, mais de la même façon que on a, au printemps dernier aussi, réactualisé notre loi sur l'aide au développement. Et dedans, on a enfin réussi à faire passer l'idée qu'une grosse majorité de notre aide publique au développement devait être conditionnée par le fait que les projets soutenus respectaient, promouvaient l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça a été un plaidoyer long pour nous, donc on était quand même contents d'y arriver. Cela dit, on peut aller plus loin en termes de diplomatie féministe quand même. J'allais dire presque déjà sur la teneur des discours tenus. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, la Russie n'est pas dans l'Union européenne, mais par exemple la Pologne, oui. Lorsque un État se met à reculer sur un droit fondamental des femmes, en fait, on devrait le considérer comme un sujet aussi grave
que d'autres sujets, je ne sais pas moi, la non-vente des sous-marins l'Australie, vous voyez. En fait, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. On n'en fait pas un véritable... un véritable cheval de bataille. On devrait en faire un cheval de bataille, on devrait mobiliser nos opinions publiques, on devrait... parce qu'en réalité, à chaque fois que des décisions comme celle-là sont prises, elles ont des impacts sur des pays voisins, et donc en fait ça fait tache d'huile, quoi. Et donc en fait c'est vraiment, à mon avis, le sujet du discours que nous portons qui est absolument essentiel et sur lequel la France pourrait être beaucoup plus présente. D'ailleurs, il y a des pays qui donnent un peu l'exemple en la matière, comme le Canada ou la Suède, qui eux ont une diplomatie féministe franchement qui s'entend beaucoup plus que la nôtre. Et puis je voulais aussi rebondir sur ce que Françoise disait quand elle disait conditionner donc notre aide publique au développement. Donc j'en ai parlé il y a un instant. Moi, je préfère en effet 1000 fois qu'on conditionne notre aide publique au développement au fait pour les porteurs de projets quand même d'aller vers plus d'égalité femmes-hommes, etc., que, comme le proposent certains candidats à la présidentielle aujourd'hui, qu'on conditionne notre aide publique au développement au fait que les pays retiennent la population qui voudrait venir sur nos côtes. Donc, en fait, la notion de conditionnalité, je veux dire, de toute façon, elle est présente dans le débat public. Et malheureusement, comme on a perdu un certain nombre de batailles culturelles, on ne l'entend plus que sous cette forme négative de « on va s'en servir pour réguler les flux de migration ». Mais non, la notion de conditionnalité... Quand on conditionne l'aide publique au développement à ce que des structures plus démocratiques soient mises en place dans les États qu'on va aider, à ce que l'égalité femmes-hommes progresse, c'est du positif. Et je pense que ça aussi, il faut qu'on se l'approprie davantage. Et pour compléter, Sarah Durocher, justement sous cet angle-là, Emmanuel Macron a déclaré justement qu'il souhaitait mettre dans la charte des droits fondamentaux la question des droits à la santé sexuelle et reproductive. On a parlé des nombreuses attaques à ce sujet, notamment au niveau européen. J'imagine que c'est un des éléments que vous portez au planning familial, d'accentuer les efforts de la France au sein de l'Union européenne concernant la défense des DSSR. Alors oui, c'est quelque chose qu'on défend. Après, sur la parole politique, il y a la question des actes et des positionnements, puisque ça se faisait dans un cadre en plus où il venait juste d'y avoir une élection d'une Maltaise, puisqu'il faut se rappeler que c'était pas anodin. Et tout de suite après, la proposition de loi IVG en France. Donc il y a eu un agenda très serré à ce sujet-là. Mais en effet, je pense que c'est important que en effet, la France puisse montrer et démontrer qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a un peu cette volonté de se montrer en exemple. Je pense qu'au-delà de la parole politique, il y a les actes politiques. Et nous, une des choses qu'on demande, mais je rejoins ce que disait Françoise, c'est de donner les moyens à la société civile et une place d'expression. On en parlait juste de l'expression, de vraiment prendre en compte l'expertise, la réalité des personnes concernées, de ce qui se passe. Nous, le planning, on est en lien avec des associations polonaises, actuellement, par exemple, sur la question de l'avortement, puisque la situation est dramatique. On peut parler aussi des personnes LGBTQI, où la situation... Quand on attaque le droit des femmes, on attaque aussi les droits des personnes pardon. Je suis fatiguée. LGBTQI. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, sur la question des financements, c'est une des choses qu'on demande et on a pu participer au Forum Génération et Égalité et ça a vraiment été une revendication forte, sincère et on attend des réponses aujourd'hui puisque elles ne sont pas encore assez pour nous, en tout cas, et on a besoin d'actes. Donc, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. Et vraiment, sur la question des SSR, en effet, je crois que ça fait partie des droits qui sont attaqués très rapidement quand il y a une situation de crise, de ce que disait Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut dire, dès que ça se fragilise, la question du droit à l'avortement, du droit à la contraception, du droit à la santé, c'est une des choses qui est attaquée en premier. Et donc, pour nous, on a besoin d'une garantie, en effet, et surtout un positionnement, ce qui nous a manqué, politique. Nous, on demande de manière très régulière que, par exemple, les femmes polonaises puissent venir en France et qu'il y ait un accueil inconditionnel et qu'on leur permette l'avortement. Aujourd'hui, on n'a pas cette parole politique-là. Et je pense que cette parole politique serait forte pour les Polonaises, puisqu'on les a rencontrées dans le cadre d'un événement qu'on a fait dans le cadre de la présidence de l'Union européenne à l'Assemblée nationale lundi, qui était organisé par
par la délégation aux droits des femmes et des députés, en fait, en se disant, et le planning familial, du coup, en se disant simplement qu'aujourd'hui, il y avait vraiment le besoin de dire que dans le cadre de la présidence, quand les droits fondamentaux, les droits sexuels et reproductifs sont attaqués, la France se positionnera à accueillir et à permettre aux personnes, alors ou à accueillir, ou en tout cas donner des moyens à la société civile sur place pour s'organiser et puis pour avoir une parole forte. J'aurais une dernière question avant de céder la place à la parole au public. Peut-être un peu de prospective, de vision sur le plus long terme. Quelle serait selon vous la mesure qu'il faudrait absolument mettre en place, là où les mesures, parce qu'il y en a beaucoup, mais en termes de priorité pour vous à mettre en place pour améliorer et défendre les droits des femmes aujourd'hui? C'est une vaste question. Très large. Moi, je veux bien répondre, mais je crois que Même si vous avez évidemment toutes répondu. Je l'ai dit pour être assez courte et pour pouvoir laisser la parole aux unes et aux autres après, bien sûr. Je pense que vraiment, ce levier de l'éducation à la sexualité est nécessaire. L'effectivité des lois, puisque en effet, on a des lois, mais qui sont fragiles en France. Ça veut dire que la Pologne, c'est pas loin, l'Italie, c'est pas loin, l'Espagne, c'est pas loin. Et on a vu comment ces droits pouvaient être fragilisés. Et donc, je pense qu'en effet, je pense que c'est important que ces sujets-là soient dans les médias, qu'on n'en parle pas juste au moment du 8 mars, mais qu'on en parle tout au long de l'année, puisque c'est des droits fondamentaux. Et je crois que aussi la question de l'éducation à la sexualité, comme je le disais, est un levier très important, l'effectivité de la loi en tout cas. Dans l'autre sens. On fait dans l'autre sens, toujours la même position. C'est ça. Non, mais en fait, moi, je me dis que... Bon, donc vous savez que j'ai été ministre des droits des femmes. Et donc, déjà, à ce moment-là, la réflexion qui était la mienne, c'était si on veut vraiment faire progresser la situation, on est obligé d'agir sur plusieurs fronts en même temps. Enfin, la notion de transversalité est très importante pour moi parce que, en fait, si vous agissez, par exemple, sur le champ de l'égalité professionnelle, mais que vous ne changez rien à l'orientation scolaire et que, du coup, vous vous retrouvez quand même avec des métiers non mixtes, si vous agissez sur la question des violences faites aux femmes en ouvrant davantage d'hébergements d'urgence ou en accompagnant davantage les victimes, mais que dans l'éducation, vous n'avez pas particulièrement travaillé sur la non-hiérarchie des sexes, etc., et le consentement et tout ça. En fait, à chaque fois, on a l'impression que vous essayez de vider la mer avec une petite cuillère, quoi. Et donc, en fait, je pense que vraiment, la réponse, c'est celle de la transversalité. C'est-à-dire qu'à chaque gouvernement qui arrive, la bonne question à se poser, c'est je reprends tous mes secteurs, tous mes âges, toute ma chronologie du vécu d'une femme, du vécu d'un homme, et puis je réponds à chacun d'entre eux. Donc, où est-ce qu'on en est du congé parental, enfin, on se repose à chaque fois toutes ces questions-là, sachant, et ça, c'est mon expérience de ministre qui me le fait dire, que malheureusement, pour beaucoup de ces combats, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, parce qu'en fait, on ne les a pas gagnés en une fois. Et d'ailleurs, c'était intéressant, Françoise, quand elle évoquait tout à l'heure les ordonnances de protection, par exemple. Enfin, je veux dire, les choses qui sont ressorties de la loi de 2010, donc contre les violences faites aux femmes et qu'elle évoquait, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour les rendre ensuite plus efficaces. Plusieurs lois ont dû revenir derrière. Et c'est normal. Et c'est pas la peine d'en déduire que les gens qui ont adopté les lois étaient des gros nuls. C'est pas ça. Le sujet, c'est... En effet, l'effectivité entre le moment où on écrit quelque chose dans un texte et le moment où ça rentre vraiment dans les pratiques, y compris des avocats, des magistrats, etc., etc. Donc en fait, moi je dirais que c'est la transversalité qui importe. Mais pour aller quand même dans votre sens et finir sur un truc concret, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on étudie la possibilité d'introduire dans la Constitution quelque chose qui serait de l'ordre de... Alors je sais bien que l'égalité sans condition de sexe est déjà dans la Constitution, mais quelque chose qui serait de l'ordre de... l'obligation faite au pouvoir public de créer les conditions d'une égalité réelle entre les sexes. Parce que du coup, je trouve que ça poserait quand même la question autrement. En fait, à chaque fois qu'on s'apprêterait à adopter, je sais pas moi, une réforme des retraites qui potentiellement serait défavorable aux femmes, la Constitution viendrait s'y opposer. Mais à chaque fois qu'on s'apprêterait à adopter une nouvelle réforme des retraites qui ne s'intéresserait pas à la question des femmes, en fait, et ne ferait rien pour pallier le dysfonctionnement qui existe déjà, le déséquilibre qui existe déjà, la Constitution viendrait imposer, puisque la Constitution dirait... obligation est faite au pouvoir public de créer les conditions d'une égalité réelle. Voilà, je le dis comme ça mérite d'être travaillé par des juristes, mais je pense que c'est peut-être ça qui nous ferait un peu progresser aussi.
Oui, bien sûr, la transversalité, elle est essentielle, mais je pense aussi, peut-être aussi à la question de l'autonomisation économique des femmes. Je pense que c'est aussi dans tout ce qui s'est passé avec la période sanitaire, les violences économiques aussi dans le cadre des violences. On voit que le recul aussi vient de la non-autonomisation économique des femmes, de leur emploi précaire, de l'absence de... Enfin voilà, on voit les familles monoparentales, enfin tout ça, ça n'évolue absolument pas. Donc, et je pense que les violences, elles viennent aussi de cette impossibilité pour les femmes de sortir de la violence aussi parce qu'elles n'ont pas les moyens économiques de pouvoir s'éloigner des violences. Et puis un deuxième point, bon, moi je l'ai déjà dit en introduction, hein, je pense que le patriarcat, il se tient aussi sur la question des enfants. Et donc il y a à la fois la question de l'éducation, mais aussi... dans les violences, la question des violences post-séparation à travers les enfants, qui maintiennent les femmes. C'est comme si, effectivement, on veut maintenir la famille à tout prix, même quand il y a violence. Et le patriarcat, il est là aussi. C'est bien la violence qui détruit la famille, mais pas la séparation et pas lorsque les enfants sont confiés aux femmes, qui souvent souffrent d'ailleurs de problèmes graves économiques pour pouvoir survivre. Donc je pense que c'est des questions... aussi transversale, mais importante. Merci à toutes les trois. Je vais maintenant céder la parole au public si vous avez des questions. J'ai une question précise pour adresser au planning familial sur la nouvelle loi sur l'IVG. Les sages-femmes, si j'ai bien compris, ont tenu le droit à pratiquer l'IVG instrumentale. Oui. Est-ce qu'il s'agit de toutes les sages-femmes? Est-ce qu'il y a, disons, des... C'est ça que je voulais savoir, c'est dans quelles conditions et comment? Parce que c'est une grande avancée, ça. En fait, c'est comme pour les médecins. Ça veut dire qu'on a des sages-femmes qui sont très mobilisées et qui ont porté vraiment cette PPL avec nous et qui sont prêtes à les faire. C'est comme sur la contraception, c'est la même chose. Il n'y a pas une obligation. Mais par contre... on sait aujourd'hui qu'il y a des médecins qui sont prêts à faire des IVG jusqu'à 14 semaines et des sages-femmes qui sont prêtes à faire l'IVG par instrumental et qui ont envie de le faire. Et je pense que ça répond à une volonté, j'ai envie de dire, féministe de la part des sages-femmes, de vouloir vraiment prendre en compte tout le parcours de santé des femmes. Et puis sur une difficulté vraie, ça veut dire on manque de professionnels. Et donc je pense que... c'est vraiment une alerte aussi qu'il y a pu y avoir de la part des professionnels et aussi de la part du planning, puisque nous, on irait beaucoup même plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui peut bloquer vraiment les questions d'avortement, de contraception, de droits sexuels et reproductifs, comme je disais, c'est qu'on demande l'avis des médecins et que le corps des femmes est très dépendant, en fait, du corps médical. Enfin, c'est assez particulier ce que je viens de dire, mais c'est tout à fait. Ça veut dire que nous, enfin, à chaque fois, en fait, on se pose la question si les médecins vont bien vouloir le faire, alors qu'il y a un savoir-faire de la part des associations qui est fort, de la part aussi de d'autres professions. Donc, je crois que ça répond à une alerte. Et en effet, ça sera seulement, bien sûr, des sages-femmes qui voudront bien, entre guillemets. Mais c'était comme sur l'allongement des délais en 2001. Au départ, on a pensé que tous les médecins allaient stopper l'avortement. C'est les choses qui ont pu être dites un peu. Puis, en fait, progressivement... on a échangé, des médecins se sont mis à se former. Et nous, par exemple, au planning, on a régulièrement des internes qui viennent dans nos centres de planification et à qui on va apprendre une posture, une démarche sur des questions d'avortement et voir l'avortement autrement que comment il est aujourd'hui. Est-ce que les sages-femmes ont une formation particulière ou elles n'en ont pas besoin parce qu'elles sont déjà suffisamment... C'est une formation particulière, mais comme tout médecin qui souhaite faire des avortements, pour les avortements médicamenteux, c'était la même chose. Il y avait une formation qui était faite. D'autres questions ? Bonjour d'abord et merci pour ce très riche intervention. Ma question porte sur ce que, à partir d'un reportage que j'ai vu en Angleterre, où le patron du Parti travailliste anglais, dans une interview publique à la télévision, a utilisé le terme « personne avec un utérus »
pour ne pas utiliser le mot femme. Ce qui pose quand même une question qui renvoie sur la question du genre, bien entendu, mais qui pose aussi la question de l'invisibilisation des femmes dans le discours public et dans le discours public militant. En faisant comme si le genre, en fait, était une convention sociale et pas une réalité biologique. Et j'irai un peu plus loin sur cette invisibilisation des femmes. Ça peut aboutir aussi assez rapidement à considérer que l'individu femme a une autodétermination absolue sur sa volonté qui serait fondamentale, alors que la société des femmes aurait besoin d'un soutien sociologique, d'accompagnement de toutes les douleurs et souffrances sociales qu'elles vivent, que les femmes vivent. Et donc, on serait en train de décrocher les femmes individus des femmes sociétés. Et ça m'inquiète un peu parce qu'au bout du compte, derrière ça, il y a aussi l'idée qu'une femme peut devenir un instrument, notamment pour la gestation pour autrui, c'est-à-dire pour produire des enfants au bénéfice de tiers, ce qui aboutit aussi à supprimer leur filiation génétique, de facto en les invisibilisant. Donc il est en train de se passer quelque chose dans nos sociétés sur une affirmation de l'égalité homme-femme qui peut aboutir à une invisibilisation complète de leur biologie et de notre biologie. Et ça, je crois que c'est une question importante et qu'on ne peut pas passer sous silence cette question de la GPA, qui est quelque chose qui existe dans le monde, et considérer que ce soit banal, et qu'étant banal, ça puisse devenir normal. C'est-à-dire qu'une femme puisse devenir un instrument. C'est-à-dire revenir à une vieille conception très machiste de ce qu'est un être humain féminin dans une humanité qui est bisexuelle. J'aimerais avoir votre avis. Qui souhaite réagir à l'intervention de Madame? Tout le monde regarde. Alors... Le courage fait. Ah, oui. Non, mais je dis ça parce que le planning a été attaqué de manière très régulière à ce sujet-là. Et je crois qu'il y a eu un faux procès qui a été fait. Ça veut dire que le planning, on est un accueil pour des femmes, évidemment, pour des personnes aussi, qui se définissent dans le genre qu'elles souhaitent. Et donc, quand on a voulu faire une campagne, et quand on fait nos campagnes, le mot femme n'a jamais disparu, je vous rassure, de la parole du planning. Vous pouvez regarder, il y a eu vraiment des procès. Ça a été une situation... Tu parlais de cyberharcèlement, ça a été compliqué pour le planning, là-dessus. Avec du fait que le planning ne parlerait plus des femmes. C'était quelque chose... Alors, c'est pas le cas, vraiment, premièrement. Et deuxièmement, je crois que quand on est le planning et quand on est sur les questions d'accueil de personnes, nous, ce qu'on a voulu, c'est être inclusif dans nos accueils. Ça veut dire que notre communication, pas forcément notre plaidoyer politique, on était dans cette volonté de se dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se définissent pas femmes, se définissent hommes. En tout cas, il y a une diversité de genres et que le planning, il est ouvert à toutes et tous en termes d'information. Il y a eu tout un débat, en effet, très philosophique, très politique aussi, sûrement, parce que je ne le réduis pas à quelque chose de philosophique. Et on a pu entendre, en effet, même au sein même du mouvement du planning, des réactions en disant « mais oh là là, nous, enlever le mot femme, c'est compliqué ». Alors, ce n'était pas du tout l'objectif. Nous, on a fait aujourd'hui des campagnes et on a essayé de s'adresser aux personnes en disant qu'il y avait des femmes, il y avait des personnes qui se définissaient masculins, d'autres féminins, d'autres qui se définissaient avec un utérus, qu'on le veuille ou non. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, le planning fait un plaidoyer seulement à ce sujet-là. On a voulu être... Nous, on accueille d'abord. On accueille plus de presque 400 000 personnes au planning. Et nous, surtout, on part des réalités aussi des personnes. Et nous, dans nos interventions scolaires, il y a des personnes qui se posent la question sur leur genre. Et comme disait juste Najat Vallaud-Belkacem avant, sur la question du genre, la bombe que ça fait à chaque fois. Parce qu'évidemment, on est dans quelque chose de beaucoup moins binaire. Et nous, ce qu'on a juste entendu, c'était le besoin et la nécessité des personnes de se retrouver dans une communication. Ça ne veut pas pour autant dire que nous ne restons pas féministes, nous continuons à employer le mot femme,
mais on a des sollicitations aussi pour dire simplement, nous, on a besoin de se retrouver dans un discours. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, c'est sur cette démarche-là que le planning a pu faire des communications. Et je peux vous assurer que ça a été d'une violence assez rare. Enfin, moi, je ne pensais pas prendre ça un jour, que le planning familial soit tant attaqué à plusieurs reprises, puisque l'objectif n'était pas du tout de remettre la question... Enfin, vous voyez, moi, je ne vais même pas jusqu'à la GPA. Moi, j'étais vraiment sur la question de l'accueil des personnes et que les personnes se retrouvent dans une communication. C'était vraiment ça le rôle du planning, enfin, l'objet du planning. La question n'était pas une attaque au planning familial. Non, mais c'est parce que... je veux dire, je suis... Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un débat en France. C'est un débat en France. Et que pour cette raison-là, par exemple... pour cette raison-là, aujourd'hui... Il n'y a pas que le planning qui utilise ce vocabulaire-là qui va être plus inclusif aussi. Il y a plein de petites associations qui ne sont pas très visibles, qui représentent des personnes qui n'ont pas beaucoup la parole. Et nous, en tout cas, au planning, on considère que la parole des personnes concernées, elle est importante. Et que nous, on sait aussi que le planning, on travaille avec énormément d'associations et que peu ont parfois la parole parce que sur la question de l'expression des personnes, il y a aussi le fait que on voit toujours un peu les mêmes personnes quand même et que le planning, par exemple, voit plein de personnes qui n'ont jamais la parole dans la société. Nous, on se dit, on va porter un peu les besoins et la parole des personnes. C'est assez prétentieux de notre part, mais en tout cas, je pense qu'on peut être le relais d'information et que pour nous, ce qui était important, c'est de montrer que le planning recevait toutes les personnes un accueil inconditionnel, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, quelle que soit l'orientation. Le planning est un lieu d'information et nécessaire à ça. Je vous dis ça parce qu'en France, c'est un débat, par exemple, aussi. C'est un débat. Vous parliez de l'Angleterre, c'est pour ça. J'ai cité... Mais non, mais tout à fait. Mais je vous dis que, par exemple, en France, c'est un débat et que dans le débat, dans le mouvement féministe, ça fait débat également. Mais qu'en tout cas, nous, on est assez serein là-dessus. Ça veut dire que, voilà, on est sur l'accueil des personnes et on veut que les personnes s'y retrouvent et on veut que les personnes qui soient le plus isolées en matière de droits puissent pouvoir accéder à leurs droits. C'est quelque chose qui nous semble assez essentiel. Voilà, mais je vous le dis parce que ça a pu être un débat qui a pu avoir lieu et on peut continuer à en parler. Enfin, ce que je veux dire, c'est que après cette conférence-là, c'est important d'en parler puisque... Eh bien, je sais bien, j'ai jamais dit ça. Ah oui, mais j'ai pas entendu le premier. Il y a une autre question peut-être ? Pas une question. Une intervention, alors. Il s'avère que j'ai fait du travail social pendant 40 ans et quand vous parlez et que vous justifiez par seulement l'accueil des personnes, qu'il faut accueillir, écouter, etc. Je ne vous dirai jamais le contraire, parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire, et surtout pour les personnes qui ne se sentent pas incluses dans notre société. Mais le planning familial, ce n'est pas le service social, ce n'est pas l'action sociale. C'est, vous l'avez dit, vous l'avez réclamé, vous l'avez... on veut du financement pour faire du plaidoyer, pour que les droits des femmes ne reculent pas. Moi, je vous dis seulement ce soir, avec mon expérience de féministe et de travailleur social, ne confondez pas. Et je pense que plus on n'est pas d'accord. Ce qui est dramatique depuis une dizaine d'années, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les fondamentaux. On n'est pas d'accord sur les fondamentaux de nos droits. Comment voulez-vous ne pas les faire reculer? Voilà, c'est tout. Je pourrais vous dire beaucoup plus. Bon, je me présente quand même. Juste ce que j'allais dire. Je suis Françoise Morvan, féministe, ex-présidente de la coordination française pour le lobby européen des femmes. Et maintenant, je suis vice-présidente de l'association franco-africaine des femmes de Paris. Donc, je pense quand même que je travaille. Et je suis secrétaire générale de Femmes, Santé, Climat. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est très, très important. Et il ne faut pas vous justifier par « on accueille ».
je sais que vous accueillez. Permettez-moi d'avoir On la a justification. beaucoup accueilli aussi derrière vous, parce que quand vous dites les moyens financiers, etc., vous le renvoyez vers le service public quand vous n'y arrivez pas. Si, ça, bon, on le sait. Bon, je suis d'accord, mais vous devez rester, je pense, dans votre rôle de plaidoyer et de défense des droits des femmes, mais sur les fondamentaux. Les fondamentaux sont inscrits dans les textes internationaux et il faut qu'on se y réfère toujours. Donc on le voit, il y a des débats au sein du mouvement féministe, on y est habitué. Merci pour ces interventions. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, on va prendre 2 autres questions. Vous n'aurez pas de problème pour... Le micro. Vous n'aurez pas de problème pour savoir qui va me répondre. Il y en a une pour chacune. Moi, ce que je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait de qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes. Que ce ne soit pas que le féminicide, mais qu'il y a d'autres types de violences qui sont tout aussi importantes. Et notamment, je pensais certes, ça ne touche qu'une partie de la société française, mais c'est quand même une partie. Donc, je pensais au mariage forcé. Je pensais à l'excision qui, même si elle est interdite, elle continue toujours. Et c'est une violence qui est faite aux femmes. Et je pensais à la virginité. On a cru très intéressant d'imposer aux médecins gynécologues de ne plus délivrer de certificat de virginité. Mais vous savez, on est très intelligent, on fait différemment. Alors d'abord, imposer à un médecin de ne pas faire ça, c'est pas évident. Mais à côté de ça, ce qu'on voit poindre, et qu'on connaissait déjà au Maroc, c'est la reconstitution de l'hymen. Donc vous avez une double violence qui est faite, déjà de le déclarer et ensuite de se faire machin. Donc voilà une de mes observations, et je souhaiterais qu'on en prenne, qu'on en tienne compte, si vous voulez. Parce que vous aviez souligné au départ, très rapidement, certes, le mariage forcé. Néanmoins, je souhaiterais quand même qu'on en parle peut-être un peu plus et qu'on le mette en évidence. Ensuite, sur l'allongement du délai de l'IVG. Bon, personnellement, je considère que ce n'est qu'une demi-victoire et pas une victoire totale, dans la mesure où la clause de conscience est quand même importante. Et je ne sais pas si on n'a pas intérêt à tout faire pour qu'elle disparaisse totalement. Parce qu'en plus, même pour les sages-femmes, cette clause de conscience existe. Donc voilà pour ce qui est de... Et toujours concernant le planning familial, vous dites beaucoup les gens qui viennent au planning familial, et est-ce que vous faites une démarche, vous, pour aller vers les gens? Parce que c'est quand même important. Dans ma jeunesse, quand on a voulu faire parler de la contraception, etc., je suis d'origine algérienne, vous savez où est-ce qu'on allait pour la faire? Parce que c'était interdit. Hein. On allait au hammam. Alors c'était très marrant de faire les explications et de montrer tous les objets de la contraception dans un hammam. Mais au moins on était sûr de ne pas être emmerdé par les filles. Voilà pour ce qui est... Et troisième point, alors là c'est un peu plus européen. Et vous parliez d'expression, mais moi je dirais aussi visibilité, et c'est important. Et d'un côté, on a la chance que que la France soit, ce soit le tour de la France de représenter l'Europe. Mais en ce qui concerne les femmes, je suppose que vous avez toutes remarqué que notre cher président
a mis en exergue effectivement le droit de l'avortement. Et on a dépouillé des propositions qui ont été faites il y a fort longtemps, justement plutôt par Gisèle Halimi, qui est la clause la plus favorisée. Et on l'a un petit peu dénudée, alors que c'était un travail immense qui a été fait sur le plan juridique, pour ne retenir que cet aspect-là, et en plus en débaptisant, et je trouve que c'est pas lui faire honneur, en la débaptisant clause de Simone Veil, et je ne crois pas que ce soit très bien. Donc voilà, si on doit faire quelque chose, c'est peut-être effectivement faire tout ce qu'on peut pour remettre en avant cette clause de la nation la plus favorisée et insister sur tous les aspects. Parce qu'il y a un travail colossal qui a été fait, il s'agit juste d'une mise à jour sur le plan juridique. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses à apporter. Peut-être Françoise Brié sur la partie violence. Oui, on a beaucoup parlé des violences conjugales, mais évidemment que les violences, c'est un continuum et que toutes les autres formes de violence sont aussi importantes, en tous les cas, à tous les niveaux, et que je pense que la question des violences conjugales, c'est qu'elle est très fréquente. C'est une des formes des violences les plus répandues, mais c'est vrai aussi qu'on a un peu tendance à oublier et à ne pas mettre en avant les violences sexuelles, évidemment les mariages forcés, les mutilations sexuelles féminines, voilà, qui mériteraient aussi des campagnes et en tous les cas des préventions contre ces violences. On sait très bien que de toute façon, et dans les violences conjugales, on a souvent des femmes qui ont été victimes de mariages forcés et d'autres formes de violences. Mais voilà, de toute façon, dans la Convention d'Istanbul, évidemment, toutes les formes de violence sont incluses, y compris l'avortement forcé. Et donc, on a évidemment un intérêt particulier à regarder aussi ce qui se passe sur toutes ces formes de violence. Est-ce que vous voulez réagir Oui, non, merci. En fait, je vous avoue que je n'avais pas capté qu'ils avaient débaptisé la clause de l'européenne la plus favorisée de Gisèle Halimi à Simone Veil. C'est en vous écoutant que j'étais en train d'en prendre conscience. Je me disais, mais c'est affreux. Enfin, je veux dire, c'est évidemment pas affreux de recourir au nom de Simone Veil pour nommer quelque chose, hein, on s'entend bien, mais juste, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que c'est un combat très connu. Bien sûr, c'est le combat très connu de Gisèle Halimi, dont, de manière générale, je trouve qu'on ne lui fait pas grand honneur quand même, quoi, globalement. Hein. Peut-être que certaines de ses prises de position ne sont pas vécues si favorablement que ça, et je le regrette parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait dû entrer au Panthéon, qui devrait entrer au Panthéon, c'est pas fini, c'est pas derrière nous. Voilà, et il faut faire campagne pour elle. Non, mais sinon, sur la question de la France dans l'Union européenne et du rôle qu'elle peut y jouer, enfin, moi je retiens quand même que, parce qu'on oublie vite, mais au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, s'est posé la question à lui, à la France, de savoir s'il soutenait la directive sur les congés parentaux ou pas. Juste pour vous faire un petit historique pour ceux qui connaissent pas bien ce sujet. Donc on était typiquement dans une clause de l'européenne la plus favorisée, puisque l'idée c'était de dire on va s'aligner sur les législations les plus favorables en matière de durée de congés parentaux pour élever notre ambition dans tous les pays européens. Et en fait, c'était au sein de la Commission européenne, c'était l'Allemagne qui, depuis des années, s'opposait à cela, parce que, en effet, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'Allemagne, c'est une culture particulière sur ces sujets-là, et donc elle était assez rigide. Et en fait, on s'est retrouvés à partir de 2017 dans une situation vraiment qu'on n'aurait pas imaginée, extrêmement favorable, où l'Allemagne, enfin, était d'accord. Et la France, qui jusqu'à présent on soutenait, quand j'étais au gouvernement, on soutenait, évidemment, on aurait voulu le faire passer, s'est montré défavorable. Et c'est comme ça qu'on n'a pas eu cette amélioration de la situation des congés parentaux, qui sont un sujet extrêmement important, non seulement évidemment pour les droits fondamentaux des femmes, leur santé, leur capacité à s'occuper de leurs enfants, etc., mais aussi pour l'égalité femmes-hommes, parce qu'il s'agit aussi
congé paternité, donc de faire en sorte que les hommes s'investissent aussi dans la petite enfance de leurs enfants. Bref, donc c'est une illustration de comment on a su passer malheureusement à côté d'occasions qui nous étaient données. Tout comme, pour revenir à un plan plus français, je pense qu'on est passé à côté d'une occasion avec le mouvement MeToo qui aurait dû justement, compte tenu de la conscientisation de la société sur tous les sujets violences faites aux femmes, conduire à ce que la demande des associations d'avoir un plan d'1 milliard d'euros qui était tout à fait documenté, qui n'était pas comme ça au petit doigt mouillé, eh bien, soit accepté. En fait, c'était possible. D'ailleurs, à peine quelques mois plus tard, on a eu le Covid, le quoi qu'il en coûte, et puis... Enfin, vous voyez quoi. Donc, en fait, on est passé quand même ces dernières années à côté de quelques occasions et du coup, bon, bah, tant mieux si ça semble changer maintenant et si on montre plus d'ambition, mais en effet, il faudra voir dans les faits, quoi. On va prendre une dernière question. C'est juste une observation. En fait, on parle souvent des droits des femmes, mais quand nous sommes dans le terrain, ces droits, parfois, n'existent pas. Je m'appelle Nelma Barreto, je suis ativiste, je suis brésiliana et fondatrice d'une association qui s'appelle Femmes de la Résistance. Quand on parle des droits des femmes dans le terrain, c'est dur, c'est difficile. On a souvent des cas de femmes qui sont victimes de féminicide et n'ont pas même le droit de la famille à rapporter son corps au Brésil, ou dans l'Amérique latine ou d'autres pays. On parle souvent do droit des femmes et souvent des enfants qui sont co-victimes de certaines violences, qui souvent, quand sa mère est victime de féminicide, ils sont pris par l'État français et dans les familles d'accueil. Et les droits de ces enfants et de sa famille maternelle ne sont jamais respectés. C'est un travail dur, c'est un travail qui demande l'aide de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a un cas de récent d'un assassin qui a tué une petite fille de 21 ans, Aïssatou. Et l'assassin a le droit aussi de faire un coup d'appel, mais la famille n'a pas droit. Quand on parle de droit des femmes dans le terrain, c'est dur, c'est difficile. Quand une femme va aller à commissariat pour porter plainte, souvent, elle rentre chez elle et rien ne se passe. On a un cas d'une Brésilienne qui seus enfants sont pris pour l'État français depuis 2 ans. Et la justice ne respecte pas. Le centre d'accueil, la famille d'accueil ne respecte pas la loi française. On ne donne pas de nouvelles de ces enfants à sa famille maternelle. Le corps de ces femmes sont souvent sépultés ici en France parce qu'ils ne donnent pas le droit de la famille à ramener le corps au autre pays. C'est très dur d'être dans le terrain. Ils voient que la loi, ça parle, ça existe, mais ça ne marche pas. Souvent, elle ne marche pas. Souvent, on a des femmes qui rentrent chez elles et encore ça fait taper. On a un cas récent de Laura, qui est en compagne. Elle était victime de violences graves, tentative de féminicide. Et l'agression, elle a demandé à la justice, elle peut être hébergée à côté de chez elle. Et la justice a accepté ça. C'est très dur, c'est très difficile. Le mot féminicide, ça n'existe pas ici. On ne peut pas dire ce mot dans la justice. Dans la cour d'assises, ce mot n'existe pas. Féminicide. Qui devra entrer dans la loi française pour protéger les femmes, pour punir plus grave l'assassin. Et ça n'existe pas. Je vous remercie pour tout que vous êtes en train de faire. Je connais un peu le travail des femmes solidaritaires, c'est ça, avec Françoise. Je connais beaucoup ce travail parce qu'ils ont souvent, avec des familles qui viennent nous demander de l'aide, et souvent, parfois, on demande après 39-19. Et souvent, aussi, cette loi, ça existe, mais pour quelle femme cette loi existe? C'est quoi le droit? Parce que si on va aller dans le 93, on voit des femmes dans un petit foyer, elle n'a pas d'hygiène, il n'y a rien. On conclut. Il n'y a rien. Ça veut dire que cette loi n'existe pas. Ça existe la loi, mais ça, souvent, ça ne marche pas. Il y a des endroits
ça marche encore plus. Ça marche rien du tout. C'est ça, merci. Merci pour votre témoignage et ça permet aussi de faire la conclusion par rapport à tout ce qui a été dit, notamment sur la question de l'effectivité du droit, de l'application de la loi, mais aussi la question de l'accueil des femmes victimes de violences. On a parlé de beaucoup de sujets. Je voudrais vraiment remercier nos 3 intervenantes pour ces échanges et ce dialogue. Et on espère qu'évidemment, on le poursuivra et on le poursuivra à la Fondation Jean Jaurès, parce qu'on est très investis sur ces questions. Merci à toutes et à tous. Merci. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.